que je vais surtout retracer en quelques minutes, c'est les différentes parties, les principales, qui ont eu trait au rachis. On n'évoquera pas beaucoup le thorax, voire même pas du tout, parce que c'était une partie à part, et puis c'est un domaine un peu particulier, mais on pourra éventuellement répondre à des questions si j'en suis capable. Donc, le premier diaporama qui a été présenté par le docteur Paul Hirstock donnait un peu l'idée de comment la cohorte avait été constituée. Alors maintenant, je ne sais pas si... Donc les objectifs de cette table ronde, et en particulier d'avoir une cohorte, c'était l'état des lieux, hein, ce qui se passait au niveau du rachis dans le cadre du Marfan, que ce soit le rachis enfant et le rachis adulte. Et donc, il s'agissait d'aller dans les centres de compétences et puis d'aller fouiller, entre guillemets, dans les dossiers, plus des établissements sanitaires qui s'occupent de Marfan pour aller voir un peu ce qu'il y avait comme prévalence, si on pouvait, d'affection rachidienne dans le syndrome de Marfan. Savoir un peu quelles étaient les filières de prise en charge. Je vais passer rapidement, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire le parcours de soins de ces patients Marfan dans la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire dans la partie rachis. Et est-ce qu'ils sont dépistés au niveau du rachis suffisamment tôt? Le type de prise en charge et puis les résultats et les complications. J'ai pas compris. Voilà, j'ai compris. Les centres de compétences qui ont participé, il y en avait 9 en tout, donc ça donnait quand même une certaine puissance à l'information qui allait être transmise. La méthodologie, je la passe un peu rapidement, avec un certain nombre de données qu'on a essayé, que ceux qui ont participé à cette table ronde ont essayé de retrouver. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui concernait l'évaluation et tout ce qui avait trait le plus proche possible du dos, avec des données qu'on ne va pas passer... j'ai peur d'appuyer, là, je ne sais pas où il est le pointeur, mais sur... le type de dos, c'est des choses un petit peu compliquées. C'est pas compliqué, mais simplement que dans la population en général, population asymptomatique, on a tous une forme de dos différente et ils sont classés, ces dos, en 4 catégories. Et là, ils ont été mis dans la catégorie. On les a classés ici et tous les dos peuvent être prédictifs d'affection et en particulier de douleur en fonction de leur classe. Dans la population non Marfan, et ceux-là, on les a remis dans ces classes-là. En tout, c'était quand même 167 patients qui ont pu être passés au crible, prédominance féminine. Et l'âge moyen était de 31 ans, alors l'écart type était très, très important. Pardon. Parmi cette population, il y avait une forte pourcentage d'atteinte rachidienne, aussi bien de scoliose que d'affection de type kyphose. Et la kyphose, elle peut être située en haut du dos, mais elle peut être située, et celles sont encore plus gênantes au point de vue fonctionnel, au milieu du dos. Et on peut voir que l'âge du Marfan, c'était déjà une première information, peut-être vraisemblablement vous la connaissez, a été découvert après l'âge de diagnostic de la scoliose, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas, il rentre dans le syndrome de Marfan par l'affection rachidienne pour un pourcentage et non pas par l'affection génétique, cardiaque, voilà, ce qui peut poser des problèmes en matière de vitale, si vous voulez. On va pas avoir d'accident grave parce qu'on a une scoliose. Donc ça c'est déjà intéressant que des centres de référence que vous avez dans tous les CHU en France, qui s'occupent, voire même des privés, qui s'occupent du rachis, soient inversement alertés devant un certain morphotype que la scoliose. Voilà. En général, ces centres qui s'occupent spécifiquement de rachis sont informés. Mais enfin, voilà.
Si vous regardez bien, les deux, ici, dans les âges, ils vont se chevaucher, les deux vont se chevaucher, mais quand même, il y a un delta de 4 ans entre le moment où la scoliose en moyenne est découverte et le moment où le Marfan est affirmé. Dans ce qu'on a vu, il y avait 50% qui avaient été traités orthopédiquement pour ce rachis et 30% par traitement chirurgical. Ensuite, c'est des choses un peu plus particulières, mais voilà, le diagnostic, dans 21% de diagnostic de scoliose fait avant le syndrome de Marfan, mais tout le cas confondu, c'est-à-dire aussi bien familial que de novo. Et quand il s'agit d'une mutation de novo, le diagnostic est beaucoup plus, c'est encore plus important dans les pourcentages. Donc, ce qu'on disait, c'était ça, c'était que la scoliose était le plus souvent diagnostiquée avant que le syndrome de Marfan soit établi. Encore compris. Là, je passe parce que c'est des données que vous avez. Voyez le critère envergure sur taille. Il n'y en a pas beaucoup quand même dans la série qui l'ont, ce critère. Ça fait seulement que 27%, c'est ce qui m'a, moi, un petit peu étonné. Et puis, un autre critère qui, moi, m'amuse, entre guillemets, c'est le critère des pieds. Parce que dans les critères de Gantz, vous avez pied plat, et alors on regarde, comme je le fais systématiquement, quelle que soit l'affection rachidienne que je vois, quel que soit l'enfant que je vois, je regarde systématiquement les pieds, et vous avez de nombreux faux pieds plats, c'est-à-dire des personnes qui sont en valgus calcanéen, enfin, c'est l'effondrement du pied, ça donne un pied plat quand vous le regardez, mais si vous redressez l'arrière-pied, c'est un pied creux. Mais comme dans les critères de Gantz, ils ont parlé de pied plat, je ne suis pas certain que tout le distinguo est forcément fait. Mais ça, c'est un petit détail. Voilà. Et je suis désolé, j'arrive pas. Je suis malheureux avec ce truc. Bon, ça, on va passer. Dans la prise en charge thérapeutique, on a parlé des traitements orthopédiques, on reviendra sur les traitements chirurgicaux. On va passer au deuxième diaporama rapidement. Et ça, c'était sur... Vous pouvez me passer le deuxième diaporama? Merci. C'était sur les traitements orthopédiques. Donc, c'est toujours la même cohorte, mais nous, dans les traitements orthopédiques, on n'avait quand même pas beaucoup, il a fallu aller très vite pour établir ça, donc on avait surtout regardé ce qui c'était les patients qu'on suivait au MASU, et on a eu une quinzaine de dossiers qu'on a regardés, surtout pour voir un peu ce qui pouvait se passer. Alors là, c'est quelques idées qu'on a retrouvées. Vous avez des formes de scoliose évolutive, c'est quelque chose qu'on connaît dans le cadre de la scoliose. Est-ce que c'est plus évolutif que les scolioses idiopathiques? On a l'impression que oui, mais c'est seulement une impression, parce que pour arriver à choper, entre guillemets, la poussée de croissance pubertaire chez le Marfan, ce n'est pas forcément facile et évident. Et on a l'impression que l'évolutivité dans la scoliose, elle n'est pas au prorata du morphotype. C'est-à-dire qu'il y a des morphotypes qui sont très flagrants, on voit bien que ce sont des morphotypes Marfan, et la scoliose va peu évoluer, et des morphotypes où le Marfan apparaîtra moins de façon évidente sur le plan morphosquelettique, et la scoliose sera très évolutive. À tel point que moi, je me pose la question si, dans l'atteinte de la fibrilline, vraisemblablement, en quantité ou en qualité, il y a sûrement des degrés d'atteinte différents, et peut-être ceci explique cela. Mais ça, c'est mon constat, je ne suis pas certain. En tous les cas, là, on a des formes évolutives classiques, des formes évolutives malignes, parce que là, on voit l'évolution en 2 ans. Et puis, vous avez aussi des formes non évolutives. Alors, est-ce que c'est
particulier à la scoliose. Non, il y a des scolioses idiopathiques qui sont non ou peu évolutives. Qu'est-ce qui fait que sur cette radio, par exemple, j'oublie, je regarde qu'est-ce que la radio, qu'est-ce qui fait là-dessus que je peux évoquer le Marfan? Eh bien, il n'y a pas grand-chose, sauf, là, j'arrive pas à pointer, c'est dommage, mais c'est la protusion acétabulaire que vous pouvez deviner sur la radio, au moins sur une des hanches d'un côté. Et ça, c'est très intéressant pour toutes les atteintes du tissu conjonctif. Ça, c'est intéressant. Mais quand je regarde la forme de scoliose, ben, là, elle est double ou triple courbure. Quand je regarde le profil, effectivement, c'est un peu un dos rond en bas. Mais quand je regarde le profil, la forme des vertèbres, il n'y a pas évidemment ou de façon évidente de scalloping vertébral, de choses très très évidentes sur une personne qui est grande. Ça, on s'en doute. Donc ça, c'est toujours un petit peu difficile de dire, est-ce que c'est une scoliose et un Marfan, mais c'est pour toutes les pathologies de tissu conjonctif, est-ce que c'est une scoliose associée à un Marfan ou est-ce que c'est une scoliose secondaire au Marfan? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Alors, si on ne veut pas prendre de risques, on relie toujours les deux. Mais ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'on a vu qu'il y avait des évolutions de scoliose qui sont typiques d'une scoliose idiopathique. Hein, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si c'est... L'évolution est-elle prévisible? Non. Non, non, ce n'est pas prévisible. Il faut les suivre. Et ça, c'est le message que moi, dans mon domaine, c'est-à-dire l'orthopédie pédiatrique, je peux donner. C'est-à-dire que à partir des centres de compétences et de notre propre recrutement, on essaye de faire au mieux pour que dès que le patient, s'il est jeune d'autant plus, est repéré Marfan, on nous l'adresse pour qu'immédiatement il y ait un check-up au niveau du rachis. Je vais dire quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'au niveau du centre de compétences, cliniquement, ils auront peut-être eu l'impression qu'il n'y ait pas de scoliose, que ça empêche le fait d'aller voir un spécialiste du rachis. Parce que c'est comme tout, les choses ont évolué, les bilans sont devenus de plus en plus sophistiqués avec des radios qui sont faites de plus en plus précisément avec les systèmes EOS et autres. Et toujours pareil, il n'y a pas forcément de lien entre l'aspect clinique et la radio, dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que dès qu'on chope ces enfants, moi je parle des enfants, dès qu'on les chope, il faut qu'il y ait une évaluation rachidienne, une évaluation orthopédique, on va dire ça comme ça, et qui soit suivie. Parce que vous avez vu qu'il y a des scolioses qui peuvent apparaître bien au-delà de l'âge adulte. Pardon. Bon, le rachis du Marfan est-il correctement évalué et suivi? Je vous laisse répondre. Je pense qu'il y a encore des manques, mais comme il y a des manques dans tous les rachis, même idiopathiques, il y aura forcément des manques dans le rachis du Marfan. Tout ce que je peux dire, c'est que dès que, au moins dans les centres de compétences, centres de référence bien sûr, mais centres de compétences, ils repèrent un Marfan, il faut qu'il y ait une évaluation morphosquelettique et un suivi. Parce que, au moins pour les enfants, ça me paraît important que dès qu'on les a, on puisse faire une étude personnalisée de la position assise, qu'on puisse éventuellement donner des conseils de position à l'école, etc. Là, on reviendra. Le traitement orthopédique est-il efficace? Oui. Oui, il est efficace, mais le grand mais c'est vrai pour la scoliose idiopathique, c'est que c'est démarré trop tardivement. Ça, c'est le premier constat. Puis deuxième constat, alors là c'est un peu plus technique de la scoliose, c'est que vous n'avez pas forcément de corrélation entre deux scolioses de 30 degrés de forme identique. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais vous pouvez avoir une scoliose dorsale de 30 degrés chez un qui sera facile à traiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de torsion, et puis chez un autre, il y aura beaucoup plus de torsion, ce sera beaucoup plus difficile à traiter. Toute comparaison, si vous prenez, quand vous passez le Karcher et que le fil il s'enroule, au bout d'un moment, vous avez beau tirer, vous n'aurez plus de longueur parce que tout est enroulé. Plus c'est enroulé, moins la longueur, moins c'est long. Et la scoliose, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand c'est peu enroulé sur lui-même, le rachis est bien développé, il n'est pas trop difficile à corriger, mais quand c'est bien serré, c'est un peu plus difficile à traiter orthopédiquement. Bon, toute comparaison... Ah, je suis vraiment malheureux.
Tous les traitements orthopédiques sont-ils des échecs? Non, heureusement, mais il y a quand même un pourcentage d'échecs. Voilà, et heureusement que, on avait au moins 50% de résultats dans la scoliose positive, et dans la scoliose idiopathique, on dit qu'on a à peu près, en règle générale, 70% de bons résultats. Je passe, malheureusement, hein, vous voyez, et c'est pour ça que ces rachis sont à surveiller tout au long de la croissance. Malheureusement, même après la fin de la croissance, il peut y avoir des reprises évolutives, donc ces dos sont à surveiller. Et maintenant, parce que comme je parle beaucoup, je vais sûrement dépasser le temps et je ne veux pas, le domaine sur lequel, ça je suis sûr de moi, c'est la partie musculaire du dos. C'est-à-dire, là, vous avez une évolution. Je ne veux pas faire le rapprochement forcément entre le muscle et l'évolution de la scoliose. Mais ce que je dis, c'est que, je vous passerai quelques diapos de chirurgie, de nombreux... Ça, c'est ceux que j'ai repris dans les dossiers. Il y a des patients qui ont un très bon équilibre rachidien après l'arthrodèse, hein, c'est-à-dire que l'arthrodèse, elle est bien réglée, mais ils se retrouvent avec des douleurs et une fatigue de plus en plus importante. Et ça, après, il faut faire avec. Les chirurgiens, je n'ai rien contre, hein, on a tout un service de chirurgie, ils ont tendance à dire, bon, ben, moi j'ai fait mon travail, c'est bien fait, la douleur, c'est pas dû à mon travail à moi, débrouillez-vous, voilà. Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'après la chirurgie du rachis, il y a toujours une surveillance, un entraînement musculaire à faire, un travail musculaire à faire pour lutter contre l'apparition, si on peut, ou contre l'évolution des douleurs rachidiennes qui peuvent persister et alors être très péjoratives sur l'évolution socio-professionnelle. Voilà, des graphiques, c'est-à-dire une scoliose, elle s'aggrave, on la traite orthopédiquement. Malheureusement, après le traitement, l'arrêt du traitement orthopédique, elle reprend son évolution et on est obligé de l'opérer. C'est un des schémas. Un des informations qu'on donne, mais je pense que vous les connaissez, on va plus vite vers la chirurgie devant une scoliose symptomatique que devant une scoliose idiopathique. Quoique les choses maintenant peuvent changer, mais je veux dire, on va moins se battre si on voit que la scoliose évolue malgré le traitement orthopédique, on ira un peu plus facilement vers la chirurgie si un certain nombre de critères, bien sûr, sont retenus. Bon, voilà, et quelques photos, si vous pouvez me passer le diaporama du rachis, de la chirurgie, pardon. Voilà, il y avait dans la série qui a été retrouvée 43 patients qui avaient été opérés. Pour ces patients opérés, vous avez l'âge de diagnostic de la scoliose, l'âge du traitement chirurgical. C'est quand même relativement jeune, mais avec des extrêmes qui sont très très larges et une prédominance féminine. Le type de déformation. Vous avez une majorité de scoliose, vous avez quand même des kyphoses et des kyphoses dorsolombaires qui sont donc douloureuses. C'est la kyphose qui va se trouver au milieu du dos, hein. Ce n'est pas celle d'en haut, le dos rond du Sherman de l'enfant. C'est plutôt une kyphose un peu plus basse. Un seul spondylolisthésis opéré. Voilà, une kyphose par exemple... Kariman qui a fait Kariman Ablin, le chirurgien des massues qui a fait le diaporama, elle s'est surtout attachée au profil. Là, c'est ce qu'on appelle le dos de type 1, peu importe. Mais vous voyez cette kyphose dorsolombaire, ça, marfan ou pas marfan, ça fait mal. Ça ne peut pas marcher. Ça fait mal, soit au niveau de la kyphose, soit en bas, sur les vertèbres lombaires inférieures, parce que la lordose est très courte et les disques travaillent trop. Voilà un traitement chirurgical d'un jeune qu'on a suivi. On a commencé, parce qu'on a cru que c'était mieux, on a commencé par traiter le thorax en entonnoir de façon chirurgicale, et parce qu'on pensait que ça allait nous libérer un peu, être plus facile pour traiter la kyphose. Et en fait, ça n'a pas trop aidé. Et donc après, il a eu ce qu'on appelle une arthrodèse postérieure. Il a été opéré par l'arrière du dos au niveau de ses vertèbres, avec un résultat cosmétique qui est quand même très bon. Et ce que l'on voit mal sur les radios, l'aspect clinique est moins bon que l'aspect radio. Je ne sais pas comment je peux dire. C'est ce que j'appelle la dissociation radioclinique.
là, vous n'avez pas les côtes, vous n'avez pas le volume, mais quand vous remettez les côtes par-dessus et que vous regardez, vous photographiez, c'est vraiment, vous dites, il se passe quelque chose de pas normal. Il n'y a pas besoin d'être médecin. C'est pour ça que celle-ci, on est obligé de se poser la question de la chirurgie. Il y a le déficit respiratoire et l'équilibre du rachis qui n'est pas bon, donc on est obligé de se poser la question. Voilà, c'est d'autres exemples. Quand vous regardez un profil comme sur la partie gauche, là, vous voyez que c'est vraiment, c'est complètement inversé. Le profil est ce qu'on appelle complètement inversé, c'est-à-dire qu'en haut, au lieu d'avoir une syphose, on a une lordose. Au lieu d'avoir une lordose en cervicale, on a une syphose. Tout est inversé, quoi. Et donc là, il a fallu rééquilibrer au mieux possible sur le plan chirurgical. Bien évidemment, quand vous regardez l'épaisseur du thorax, c'est sûr qu'il n'y a pas des capacités respiratoires. Voilà, ça c'est un jeune qui a qui avait un spondylolisthésis douloureux. Ce que je voulais vous faire remarquer sur cette radio, c'est qu'il était opéré simplement de son spondylo et après la scoliose au-dessus, qui était secondaire au spondylo, elle se stabilise, voire elle s'améliore. On n'a pas traité la scoliose. C'est ce qu'on appelle des scolioses secondaires au spondylo. Ce n'est pas scoliose associée à un spondylo. Simplement pour terminer sur le rachis, c'est pas plus compliqué, je dis de la part des chirurgiens, je ne suis pas chirurgien, plus compliqué d'opérer un rachis Marfan qu'un rachis idiopathique. Par contre, c'est plus exposé à des complications, pas forcément des complications neurologiques, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est des complications mécaniques. De par la forme du dos, c'est plus de complications mécaniques, c'est-à-dire des crochets, les trucs de crochets, des choses comme ça. Voilà, dans les conclusions, déconclusions de ce qu'on a, c'est un autre diaporama. Ben, je crois que pour moi, c'était très enrichissant parce que c'était le travail qu'il faut continuer à faire. Et ça, c'est l'intérêt du centre de référence. Je crois que là, au moins dans la... vraiment, je ne le dis pas parce que je suis là, mais dans le Marfan, on sent que le centre de compétences, donc forcément les centres de référence, servent à quelque chose. Ils dépistent, ils détectent. Et nous, on est satellite du centre de compétences au Massu. Et ça se passe très, très bien. C'est-à-dire, c'est des allers-retours de patients. Le courrier, ça suit bien, etc. Ça veut dire que ces centres de référence, ça a bien servi à quelque chose. C'est pas terminé, je veux dire, par là, il y a quand même encore un certain nombre qui passent au travers. Et voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, le dernier point, parce que ça me tient à cœur, c'est que c'est à suivre toute la vie. C'est pas à un moment donné, ça va, et puis bon, je verrai. Non, c'est à surveiller toute la vie parce qu'il y a un entraînement musculaire qu'il faut effectuer régulièrement, des évaluations musculaires pour essayer d'avoir le moins de répercussions et sur les activités et au niveau et du travail et des loisirs, etc. Voilà. Eh bien, je me tais. Merci. Excusez.